Coucou les coquinous. On a tous des Madeleines de Proust, hein, des trucs qui te ressurgissent de l'enfance, toi, comme un curé dans un camp de scout, pareil, moins sexualisant, bah, faut dire ce qui est. Des petites choses là qui te serrent le cœur quand tu y repenses, hein, ça te serre le scrotum au point de t'en faire lâcher une petite série de perlouses d'Islande. On a tous des trucs comme ça. Moi, j'en ai un plus particulièrement qui passe pas au-dessus des autres, mais qui est vraiment dans le trio de tête, c'est la planète des singes, hein. Parce que c'est à l'origine de mes premiers émois, hein, à Linda Harrison. C'est à l'origine aussi de mes premières flips, des trucs où tu t'y attendais pas. Le twist de fin du premier film est carrément dingue. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, hein. Alors, je tiens quand même à remercier, au-delà de ça, des rubriques du même nom, qui, il n'y a pas très longtemps, a organisé une petite vidéo live qui s'appelle la séance des boomers, où il va en fait regarder un film avec des potes, et puis il y a du commentaire à la fin. C'est un peu comme si on était tous sur le canapé. Et donc, il a visualisé le premier épisode de la planète des singes, qui m'a donné l'envie de revenir sur ce comic. Ça, ah oui, on va parler d'un comics de la planète des singes, mais pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Le scénario abandonné ou partiellement abandonné de Rod Serling. Générique. Alors revenons d'abord sur la genèse des films, si vous le permettez bien. Donc au début des années 60, on a un producteur qui est fasciné par le roman de Pierre Boulle, français. La planète des singes, c'est un roman français à la base. Et donc ce producteur s'appelle Arthur Jacobs. Et Arthur Jacobs, il galère comme un chien. Il n'arrive pas à trouver de fonds, il n'arrive pas à trouver forcément de gens qui sont intéressés, jusqu'à croiser le chemin de Black Edwards, hein, juste Black Edwards, qui va partir dans le truc, ce qui va donner du crédit à Jacobs et lui permettre donc d'embaucher le scénariste SF de l'époque, qui a le vent en poupe méchamment, en l'occurrence Rod Serling. Alors qui est Rod Serling, allez-vous me dire? Eh ben ma foi, c'est le papa des Twilight Zone, la cinquième dimension. Hein, vous savez, le feuilleton là, avec de courts épisodes, qui a terrorisé la génération alors soit, si vous avez mon âge, des parents, soit des grands-parents, ça dépend quand vous vous situez. Mais voilà, les gens qui étaient nés dans les années 40-50, quand ils tombaient sur un épisode de la cinquième dimension, c'est bien simple, ils se chiaient dessus, hein. Et pour cause, parce que c'était vraiment du super bon, du super bon scénario, hein. Vraiment, pour le coup, Rod Serling avait cette patte, cette finesse d'écriture qui font les grands, hein, on va dire ça comme ça. Et donc bah voilà, hein, Arthur Jacobs se dit, vas-y mon gars, on n'a qu'à embaucher le meilleur. Allez, roule ma poule. Et c'est ce qu'il fait. Et alors malheureusement, Rod Serling va publier, il va pas publier, pardon, il va proposer des dizaines de scénarios, des dizaines de différents, en gardant l'esprit du roman, en essayant de garder l'esprit du roman, et en s'éloignant un petit peu, que ce soit un peu cinématographique, quoi, en fait, hein. Mais force est de constater que il y a une problématique avec les scénarios à réécrire. Bon, bref, il va abandonner l'idée, il va abandonner le projet quelques années avant que ça se fasse, en fait, finalement. Et c'est pas gagné pour tout le monde, un cochon. Et oui, parce que en fait, il y en a un qui a eu la bonne idée, la très très bonne idée, même j'ai envie de dire. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Dana Gould. Dana Gould, c'est un fêlé de la planète des singes. C'est un mec qui est scénariste lui-même. Il a écrit du Seinfeld, il a écrit pas mal de Jimmy Kimmel Live, des choses comme ça. Et ce mec-là s'est dit mais c'est con, on a du matos là. Et hop, il a balancé ce qu'on appelle, enfin, ce qu'il a lui appelé Planète des singes, Rod Serling Vision, la vision de Rod Serling, si vous préférez, quoi, dans lequel il va reprendre l'essentiel du travail de Rod Serling et le mettre en image. Et ben mon gars, il a bien fait. Il a bien fait parce que qu'est-ce que c'est bon, nom de Dieu que c'est. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Donc le pitch, les bases, ça reste un peu le même que le roman ou même que le film, hein. On a un groupe de scientifiques qui est envoyé donc dans l'espace, voyageant à plus de la vitesse de la lumière ou proche de la vitesse de la lumière, qui vont se retrouver sur une planète, hein, pour le coup. Alors, petite différence déjà pour commencer avec les films, il n'y a pas d'atterrissage catastrophe dans ce film, dans ce comics-là, dans cette adaptation de Rod Serling.
Il y a même un gros apport de technologie, mais sinon pour le reste, c'est à peu près le même principe. Donc, très rapidement, les héros, donc on est sur un héros qui s'appelle pas Taylor, comme dans le film, mais Thomas, et donc accompagné de Dodge, qui est lui aussi dans le film, et Lefevre, qui est par contre pas du tout dans le film, mais bon, bref, peu importe, ils sont bien trois, comme dans le film, et ils vont rencontrer donc une horde humaine, et bientôt pris en chasse par les singes. Alors là aussi, première grosse différence, et elle est d'importance, parce que au niveau de la symbolique, c'est bien davantage ancré dans la critique de l'humanité que les films en eux-mêmes, même si déjà c'était plutôt pas mal. Première chose déjà, les singes ne sont pas bloqués à un certain niveau de technologie qui s'apparenterait au 19e siècle, hein, parce que dans les films, on est sur des singes qui sont à cheval, qui sont dotés d'armes à feu, mais voilà, ça s'arrête à ça, des armes à feu à répétition, c'est vrai, il y a même des mitrailleuses, mais enfin bon, c'est quand même rudimentaire. Là, on est face à une espèce simiesque qui va être dotée de véhicules, hein, même des véhicules volants pour le coup, hein, et c'est beaucoup moins primitif. On va même aller plus loin dans leurs vêtements, l'aspect vestimentaire est très soigné et se rapproche beaucoup de l'humain. On a des uniformes allumés, on a des costards cravates, on a des lunettes. On est vraiment sur un copier-coller de ce qui se fait en matière de civilisation humaine. Alors comme ça peut paraître étrange, mais véritablement, ça nous rapproche encore plus du malaise que ça peut occasionner, hein. Je rappelle que le principe de la planète des singes, c'est quand même une inversion de miroir. C'est-à-dire que on met l'homme à la place que bien souvent il donne aux animaux. C'est-à-dire que globalement, des êtres sacrifiables sur lesquels on peut faire des essais, des chasses, qui n'ont de place dans la ville que à partir du moment où ils sont des divertissements, hein. Les singes savants, là c'est des humains savants, hein, à peu de choses près. Donc ça remet l'homme dans une condition à laquelle il n'y a pas l'habitude, hein, pour le coup, et qui est touchante dans le sens où c'est ce que nous, encore une fois, on administre à nos animaux. Et donc, ouais, il y a l'envers de la médaille qui est clairement exprimé dès le roman de Pierre Boulle, hein, pour le coup, dans les films, mais alors à plus forte raison ici, parce qu'il y a vraiment une image directe, hein. Vous pouvez voir sur la couverture, hein, je vais vous la rapprocher, on a un singe qui fume la pipe, on est dans une ville avec des candélabres très années 60-70, on a un bus qui est juste ici, vous noterez que la guenon, la singe femelle, elle est vraiment habillée comme une femme des années 60, et donc, ça rapproche encore davantage, hein, c'est ce que je me tue à dire. Pour le coup, c'est limite plus touchant. Là où il y a beaucoup de brutalité, et brutalité choisie, hein, et qui a tout à fait sa place dans les films de Schaeffer, là on a une approche plus émotionnelle de la soumission à une autre espèce, hein. Et c'est ce qui fait vraiment tout l'intérêt du truc. Dodge was killed in the hunt. Alors évidemment, il y a une critique sociétale, peut-être un petit peu plus fine que dans les films, hein. Je rappelle que dans les films, on a les chimpanzés qui sont censés être les scientifiques, les intellectuels, on a les gorilles qui sont abrutis au point d'en être militaires, et on a les orang-outans qui sont les gardiens du dogme un peu religieux, un peu scientifique en même temps. Là, c'est plus fin, c'est plus subtil que ça. On ne fait pas tant de distinction entre les espèces, même si on retrouve, hein, des personnages sémillants comme Zaius, etc., qui est un grand professeur. Mais on est plus proche, encore une fois, de ce qu'est l'humanité. Ça permet, je crois, hein, très sincèrement, un miroir plus subtil, plus fin. On y voit vraiment les travers, hein, les comités scientifiques qui se perdent en digression et qui se perdent dans leur autosatisfaction. On retrouve ça dedans, mais avec vraiment des apparences très humaines, pour le coup, hein. On n'est pas juste sur des singes qui ont évolué, on est sur des singes humains, en fait. Et c'est exactement le propos du livre de Pierre Boulle à la base, hein. C'est-à-dire que, bien évidemment, comme tout le temps dans la science-fiction, il s'agit de transposer, en fait, hein, de prendre une allégorie, de prendre une image, pour pouvoir choquer plus encore davantage, quoi. Il est vrai que le bouquin est assez tragique, hein, pour le coup, hein, le comics est assez tragique. Il va dans un sens peut-être moins brut que peuvent l'être les films,
Mais c'est vraiment là que c'est tout à fait intéressant, hein, pour le coup, hein. Donc, c'est publié chez Vestron, j'ai oublié de le dire, dites donc, ouais, malheureux. Donc chez Vestron, en format souple, hein, comme vous pouvez le constater. C'est plutôt du bel œuvre, hein, c'est plutôt bien fichu. Tiens, bah, je vais faire comme font nombre de mes confrères, bah, je vais vous montrer de l'image, hein, tout simplement, voilà, ça donne des petits dessins vraiment, vraiment cool, qui collent vraiment bien en termes d'ambiance avec, avec ce que peut être donc la planète des singes, hein. C'est vraiment très très sympa. C'est vraiment très bon. Je ne saurais que trop vous recommander la lecture de ce Planète des singes Vision. Voilà, voilà. Et puis, si vous avez le temps, le Guinémonine, là, oh là 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 là. Bah, si vous aimez les films, c'est juste de la bombasse. Voilà. Bah, j'ai pas grand chose à rajouter de plus sur ce Planète des singes. Vraiment très très sympathique à lire. Ça se mange, mais tranquillement. Les amateurs du genre, vraiment les fans de la première heure, ils trouveront leur content parce que c'est très familier. Et en même temps, c'est différent, hein, c'est autre chose. Ceux qui découvrent, ben, vous pouvez découvrir par ça. Hein, ça mange pas de pain, pour le coup. C'est une porte d'entrée comme une autre, pour le coup. Et c'est vraiment, vraiment bien, bien foutu. Voilà, bah, globalement, encore une fois, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Par contre, bah tiens, si ça vous intéresse, donc je traite des comics selon les licences comme ça, selon Planète des Singes, même si c'est de la VO. Bah, globalement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, parce que bah, j'en ai juste des putains de tonnes, hein, clairement. J'en ai de partout, hein, vraiment, hein, à la fois VOVF, sur toutes les générations de Planète des Singes, hein, donc sur les 3 derniers films, sur les premiers. Je ne sais pas s'il y a eu des comics sur la version de Tim Burton, j'ai un doute là-dessus. Mais en tout cas, voilà. J'ai même des crossovers de dingue. J'ai un crossover magnifique qui est le crossover avec Star Trek, de la bombasse. J'ai celui-là, regardez. Tarzan, Tarzan on the Planet of the Apes, c'est toute une promesse quand même, hein, pour le coup, hein. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, que je fasse un petit inventaire du truc, avec des petits conseils sur la planète des singes. Bah, je me ferai un plaisir, mais vraiment un plaisir de le faire. On m'a dit, tiens, en fait, à la fin de ta vidéo, tu demandes pas des pouces bleus, tu demandes pas. À ce qui paraît, ça compte. Alors je demande, voilà, je sais pas ce que ça, je sais absolument pas ce que ça va faire, mais je demande. Voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre le fameux pouce bleu. Et je vous aime d'amour, hein, je vous aime d'amour. Hein. Et puis, des bisous, des bisous.